Avant de commencer, mes amis, dites-moi d'où vous m'écoutez et quel temps il fait chez vous. Le crépuscule descendait sur les collines de Corrèze avec une lenteur inhabituelle, comme si le jour refusait de céder sa place à la nuit. Dans la cuisine de la maison Giraud, Marguerite disposait méticuleusement les couverts sur la table en chêne massif, ses mains tremblant légèrement malgré la chaleur du fourneau. « Maman, pourquoi tu as mis 6 assiettes ?» demanda Léonie, sa fille de 9 ans, en comptant sur ses doigts. « Nous ne sommes que 5. » Marguerite s'immobilisa, fixant la 6e assiette qu'elle avait effectivement placée à l'extrémité de la table sans s'en rendre compte. Une sensation de vertige la saisit. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, en retirant rapidement le couvert supplémentaire, le porcelaine tintant contre ses doigts glacés. Dehors, le soleil couchant teintait les nuages d'un orange maladif, presque putride. Étienne Giraud, le patriarche de 42 ans, rentrait du champ de tabac qu'il cultivait depuis 15 ans. Ses bottes crottées laissèrent des traces sombres sur le chemin de pierre. Il s'arrêta net devant le portail, scrutant la ligne de la forêt qui bordait leur propriété. Quelque chose n'allait pas. Les oiseaux s'étaient tus. Ce silence absolu, inhabituel pour cette heure où les grives entamaient habituellement leur concert vespéral, pesait sur ses épaules comme une main invisible. Et puis, il y avait cette odeur, faible mais distincte, une senteur de terre remuée, et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de fétide qu'il ne parvenait pas à identifier. « Papa !» cria Jules, son fils aîné de 16 ans, depuis la grange. « Viens voir ça !» Étienne traversa la cour, ses sens en alerte. Jules se tenait devant les stalles des chevaux, le visage livide dans la pénombre croissante. « Ils refusent de sortir », expliqua le jeune homme. « Depuis midi, ils restent au fond, terrifiés. Regarde leurs yeux. » En effet, les 3 chevaux de la famille se tenaient recroquevillés dans le coin le plus éloigné de leur box. Les oreilles rabattues, les naseaux dilatés. Leurs yeux roulaient avec une terreur primitive, fixant un point invisible au-delà des murs de bois. « C'est peut-être un loup », suggéra Jules sans conviction. « Les loups ne descendent plus si près des habitations depuis des années », répondit Étienne, mais sa voix manquait d'assurance. Au même moment, dans la cuisine, Marguerite écoutait sa belle-mère, Clémence, une femme de 68 ans aux cheveux argentés remontés en chignon strict, raconter pour la 3e fois sa rencontre de l'après-midi. « Je te dis que je l'ai vu, Marguerite. Un homme debout à l'orée du bois, immobile comme une statue. Il me regardait. Pendant plus d'1 heure, je l'ai observé de la fenêtre pendant que je raccommodais les bas. Il n'a pas bougé d'un pouce. Puis le brouillard est monté, et quand il s'est dissipé, il avait disparu. » « Mais Clémence, » intervint Léonie en remuant la soupe, « c'était sûrement M. Deschamps qui inspectait ses terres. Deschamps n'a pas cette allure. Cet homme était différent. Trop grand, trop mince. Et ses vêtements? Ils étaient sombres, mais pas du noir que portent les gens d'ici. Un noir profond, comme celui du fond d'un puits. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Elle se rappelait les murmures au marché la semaine précédente, la vieille Jeanne Martel, racontant qu'elle avait aperçu une silhouette similaire près du cimetière, et le jeune Martin jurant avoir vu des empreintes étranges dans la boue près du lavoir communal, des empreintes trop longues et trop étroites pour être humaines. « Ce ne sont que des histoires de vieilles femmes », dit Marguerite avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. À 19h30, la famille se rassembla pour le dîner. La grande horloge murale égrenait les secondes avec une régularité hypnotique. Étienne récita le Bénédicité d'une voix monotone pendant que le brouillard commençait à ramper contre les fenêtres, transformant le monde extérieur en une mer laiteuse et impénétrable. « On dirait que la brume arrive du cimetière », observa Jules en fixant la fenêtre. « Elle ne se déplace pas naturellement. On dirait qu'elle cherche quelque chose. »« Tais-toi et mange », ordonna Étienne d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Mais Jules avait raison. Le brouillard ne se contentait pas de descendre des collines comme d'habitude, il progressait avec une intention presque consciente, s'enroulant autour de la maison comme des doigts fantomatiques. Bientôt la visibilité se réduisit à quelques mètres, et la maison Giraud devint une île isolée dans un océan de blancheur spectrale. C'est alors qu'ils l'entendirent pour la première fois. Un grattement, doux, insistant, provenant de la porte d'entrée. Tous s'immobilisèrent, fourchettes suspendues, respiration retenue. Le grattement cessa, puis reprit, 3 coups lents, délibérés, comme quelqu'un testant la solidité du bois. « Ce doit être un animal, » chuchota Marguerite, mais sa main chercha instinctivement celle de sa fille. Étienne se leva lentement, saisit la lampe à huile et s'approcha de la porte. À travers le judas,
Il ne distinguait que le brouillard tourbillonnant. Rien d'autre. Pourtant, le grattement reprit, cette fois au niveau de la fenêtre du salon. « Papa, n'ouvre pas !» supplia Léonie. Mais la curiosité et l'orgueil masculin l'emportèrent. Étienne tourna la poignée et ouvrit brusquement la porte. Un mur de brouillard glacé s'engouffra dans l'entrée, apportant avec lui cette odeur de terre et de décomposition qu'il avait perçue plus tôt. Rien. Personne. Juste le brouillard, et un silence si complet qu'il semblait solide, palpable. Même les chiens du voisinage, habituellement si bruyants, s'étaient tus. « Rentrez !» ordonna soudain Clémence d'une voix stridente. « Refermez cette porte, immédiatement !» Son visage avait pris une teinte cireuse, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà de l'épaule d'Étienne. Quand ce dernier se retourna vivement, il eut juste le temps d'apercevoir une forme sombre se dissoudre dans le brouillard, une silhouette impossible haute, aux proportions dérangeantes. Il claqua la porte et tourna le verrou d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'était » demanda Jules, debout, le couteau à pain serré dans son poing. « Je ne sais pas » admit Étienne, et cette confession d'ignorance terrifia la famille plus que n'importe quelle explication. Le dîner fut abandonné. Ils se rassemblèrent dans le salon, alimentant le feu jusqu'à ce que les flammes rugissent dans la cheminée, comme si la chaleur et la lumière pouvaient repousser ce qui rôdait dehors. Marguerite sortit son chapelet et commença à prier à voix basse. Clémence, assise raide dans son fauteuil, fixait les fenêtres avec une intensité inquiétante. « Ça fait 3 semaines, » murmura-t-elle soudain. « Quoi donc, maman » demanda Étienne. « Que je sens cette présence. Chaque nuit, à partir de minuit, je sens quelque chose qui observe la maison. D'abord depuis la forêt, puis depuis le jardin. Et hier soir, j'ai entendu quelque chose respirer sous ma fenêtre. » Un nouveau grattement résonna, cette fois sur plusieurs fenêtres simultanément, comme si des dizaines de doigts testaient chaque point d'entrée. Les chiens enfin se mirent à hurler depuis la grange, un concert de terreur primitive qui vrillait les nerfs. Léonie éclata en sanglots. Marguerite la serra contre elle, murmurant des prières désespérées. Jules vérifia que toutes les fenêtres étaient bien fermées, tandis qu'Étienne chargeait son vieux fusil de chasse avec des mains qui ne lui obéissaient plus complètement. À 22h15, les grattements cessèrent brusquement. Le silence qui suivit était pire, un silence d'attente, de prédateur tapi dans l'ombre. L'horloge continuait son tic-tac implacable. Le feu crépitait. Au-delà de ces sons familiers, il n'y avait rien. « Peut-être que c'est parti », suggéra Jules sans conviction. Clémence secoua lentement la tête. « Non, c'est entré. » Avant qu'Étienne puisse protester, ils l'entendirent, un bruit de pas dans le couloir à l'étage. Lent, mesuré, se dirigeant vers l'escalier. Mais ils étaient tous dans le salon, tous les 5. Personne d'autre ne pouvait être là-haut. Les pas commencèrent à descendre les marches, un par un, avec une régularité de métronome. Étienne pointa son fusil vers l'escalier, la sueur coulant dans son dos malgré la fraîcheur de la nuit. Les pas atteignirent le bas de l'escalier et s'arrêtèrent. Dans le silence qui suivit, ils entendirent un son qui les glaça jusqu'à l'âme. Quelqu'un, ou quelque chose, inspirait profondément, comme pour mémoriser leur odeur. Puis l'horloge sonna minuit, et avec le 12e coup, toutes les lampes de la maison s'éteignirent simultanément. L'obscurité qui s'abattit sur la maison Giraud n'était pas une absence de lumière ordinaire. C'était une noirceur vivante, épaisse, qui semblait s'infiltrer dans les poumons et étouffer les pensées. Même le feu dans la cheminée s'était réduit à de faibles braises rougeoyantes, comme oppressé par une force invisible. « Ne bougez pas », chuchota Étienne, sa voix à peine audible dans le noir. « Personne ne bouge. » Mais Léonie sanglotait contre la poitrine de sa mère, et ses petits hoquets de terreur résonnaient dans le silence comme des cloches d'alarme. Marguerite plaqua doucement sa main sur la bouche de sa fille, ses propres larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le bruit de respiration se rapprocha. Lent, humide. Chaque inspiration semblait aspirer l'air de la pièce, laissant les Giraud suffoqués dans une atmosphère de plus en plus raréfiée. Puis vint l'odeur, cette puanteur de terre fraîchement retournée, mêlée à quelque chose de plus ancien, de pourriture et de moisissure, comme l'haleine d'une tombe ouverte. « Père qui es aux cieux », commença à réciter Clémence d'une voix tremblante. « Que ton nom soit sanctifié. Taisez-vous » siffla Étienne. Trop tard, la respiration s'arrêta net. Dans le silence qui suivit, ils entendirent quelque chose se déplacer. Pas des pas, mais un glissement, comme un corps traîné sur le plancher. Le son circulait autour d'eux, impossible à localiser précisément dans l'obscurité totale. Jules serrait toujours son couteau à pain, ses articulations blanches dans le noir. Il sentait une présence massive,
imposante qui les encerclait lentement. Son instinct de survie lui hurlait de fuir, de courir vers la porte, mais ses jambes refusaient d'obéir, paralysées par une terreur primordiale. Soudain, un craquement sec déchira le silence. L'un des portraits accrochés au mur venait de se décrocher et de s'écraser au sol, puis un autre et un autre. Un par un, les cadres contenant les photographies de famille tombaient, le bruit du verre brisé créant une cacophonie horrible dans l'obscurité. « Il détruit nos visages », gémit Marguerite. « Il efface qui nous sommes. » Étienne tendit la main vers la table, cherchant à tâtons la lampe à huile qu'il y avait posée. Ses doigts rencontrèrent le métal froid, puis autre chose, quelque chose de tiède, de charnu. Des doigts. Il retira sa main avec un cri étouffé, reculant si brutalement qu'il renversa sa chaise. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Immédiatement, toute la famille entendit un mouvement rapide. La chose, quelle qu'elle soit, se précipitait vers le bruit. « Courez !» hurla Étienne, abandonnant tout semblant de stratégie. Le chaos éclata. Dans l'obscurité totale, les gyros se heurtèrent les uns aux autres, cherchant désespérément la sortie. Marguerite attrapa Léonie et la tira vers ce qu'elle espérait être la cuisine. Jules percuta violemment un meuble, sa hanche explosant de douleur. Clémence, désemparée, restait figée dans son fauteuil, ses lèvres continuant à former des prières silencieuses. Étienne trébucha sur les débris de verre, sentit ses mains se lacérer, mais continua à ramper vers la lueur rouge des braises. Derrière lui, il entendait quelque chose se rapprocher. Pas des pas, mais ce glissement horrible, accompagné maintenant d'un son nouveau, un cliquetis rythmique, comme des os s'entrechoquant. Ses doigts trouvèrent un tisonnier près de la cheminée. Il le saisit et se retourna, balançant l'outil de fer dans l'obscurité. Le métal heurta quelque chose de solide, produisant un son creux et répugnant. Pas celui d'un corps humain, mais quelque chose de plus dur, de plus ancien. Un cri déchira l'air, pas humain. Un hurlement strident, suraigu, qui fit vibrer les vitres et vrilla les tympans. C'était un son de rage pure, de fureur d'avoir été touché, d'avoir été défié. Dans la cuisine, Marguerite fouillait frénétiquement les tiroirs, cherchant des allumettes. Ses doigts tremblants renversaient ustensiles et vaisselle qui s'écrasaient au sol dans un vacarme métallique. Léonie s'accrochait à sa jupe, trop terrifiée pour pleurer désormais, sa petite bouche ouverte dans un cri silencieux. « Maman, il y a quelqu'un à la fenêtre !» souffla soudain l'enfant. Marguerite se figea. Lentement, elle tourna la tête vers la fenêtre de la cuisine. Dans le brouillard qui pressait contre le verre, elle distingua une forme. Pas une silhouette humaine, quelque chose de plus grand, de plus déformé, et ça regardait à l'intérieur. Elle ne pouvait voir de visage dans l'obscurité, mais elle sentait le poids de ce regard, une attention malveillante et affamée. Ses doigts trouvèrent enfin la boîte d'allumettes. Elle en craqua une avec des mains qui tremblaient si violemment qu'elle manqua de la laisser tomber. La minuscule flamme explosa dans l'obscurité comme un soleil miniature, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et dans cette lumière vacillante, Marguerite vit. La chose à la fenêtre recula brusquement, comme brûlée par la lumière. Elle n'eut qu'une fraction de seconde pour enregistrer ce qu'elle avait vu, une hauteur impossible, des membres trop longs et articulés dans de mauvais angles, et quelque chose qui aurait pu être un visage mais qui était plutôt une surface lisse et blanchâtre, comme un masque d'os. « Étienne !» hurla-t-elle. « J'ai de la lumière !» Dans le salon, Étienne entendit l'appel de sa femme. Il se précipita vers la cuisine, trébuchant sur les débris, le tisonnier toujours serré dans son poing. Derrière lui, il sentait la présence le poursuivre, ce glissement s'accélérant, se rapprochant dangereusement. Il franchit le seuil de la cuisine juste au moment où Marguerite allumait la lampe à huile. La lumière dorée emplit la pièce, et ils entendirent un sifflement de rage depuis le salon, un son si intense, si rempli de haine, que les murs semblèrent vibrer. Jules émergea à son tour, soutenant Clémence qui s'était finalement levée de son fauteuil. Le visage de la vieille femme était d'une pâleur cadavérique, ses yeux vitreux fixant un point invisible. « Il faut partir », haleta Jules. « Maintenant. » Par la porte de derrière. « Non », souffla Clémence, sa voix étrangement calme. « On ne peut pas partir. Il est partout. Devant, derrière, autour. Il a encerclé la maison. » « Comment tu sais ça ?» demanda Étienne. « Parce que je l'ai vu faire. Chaque nuit depuis 3 semaines, je l'ai vu depuis ma fenêtre. D'abord 1, puis 2, puis 3. Cette nuit, ils sont 7. » Un silence glacial tomba sur la famille. 7.
Le nombre résonnait dans leur esprit comme une condamnation. « 7, quoi » chuchota Marguerite, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. Clémence se tourna vers elle, et dans ses yeux, Étienne reconnut l'expression de quelqu'un qui a vu trop loin dans l'abîme. Les anonymes. C'est comme ça que les appelaient nos ancêtres, ceux qui marchent entre les tombes, ceux qui viennent chercher. Elle n'eut pas le temps de finir. Toutes les fenêtres de la maison se mirent à vibrer simultanément, comme frappées de l'extérieur par des dizaines de mains. Le bruit était assourdissant, rythmique, hypnotique. Boum, boum, boum. Un battement de cœur géant qui ébranlait la structure même de la maison. La flamme de la lampe vacilla dangereusement. Marguerite la protégea de ses mains en coupe, consciente que cette fragile lumière était peut-être la seule chose qui les maintenait encore en vie. « Sous la table !» ordonna Étienne en poussant sa famille vers la massive table de cuisine. Tous sous la table. Maintenant. Ils se blottirent dans cet espace confiné, serrés les uns contre les autres, la lampe posée au centre. Au-dessus de leur tête, les vibrations s'intensifiaient. Des fissures commencèrent à apparaître dans le plâtre du plafond, laissant tomber une fine pluie de poussière blanche. « Ils essaient d'entrer », murmura Jules, son couteau pathétiquement petit dans sa main. « Ils vont détruire la maison. »« Non », le contredit Clémence, « ils ne veulent pas entrer. Ils veulent nous faire sortir. » Comme pour confirmer ses paroles, les vibrations cessèrent brusquement. Le silence qui suivit était pire. Un silence d'attente, de prédateurs patients qui savent que leur proie ne peut s'échapper. Puis une nouvelle voix se fit entendre. Une voix humaine, cette fois. Une voix d'homme, douce et mélodieuse, qui venait de l'extérieur. Famille Giraud appelait la voix avec une politesse dérangeante. « Nous savons que vous êtes là. Nous sentons votre peur. Elle est délicieuse. » Étienne reconnut quelque chose dans cette voix, quelque chose de familier. Avec horreur, il réalisa qu'elle ressemblait à la sienne, pas identique mais proche, comme une imitation approximative. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, » continua la voix, en imitant maintenant celle de Marguerite. « Nous voulons juste parler. Ouvrez la porte. Laissez-nous entrer. Nous sommes de la famille, après tout. » Léonie tressaillit violemment quand elle entendit sa propre voix sortir de l'obscurité extérieure, chantonnant la berceuse que sa mère lui fredonnait chaque soir. « Ne les écoutez pas, » siffla Clémence en serrant la main de la petite fille. « Ce sont des menteurs, des voleurs d'âme. Ils imitent ce qu'ils observent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils copient. »« Comment tu sais tout ça ?» demanda Marguerite, des larmes de terreur roulant sur ses joues. La vieille femme ferma les yeux, son visage se crispant comme sous l'effet d'un souvenir douloureux. « Parce que ça s'est déjà produit, il y a 50 ans, dans cette même maison, quand j'étais enfant. » Les 4 autres Giraud se tournèrent vers elle, ébahis. « Ma famille, » continua Clémence d'une voix brisée, « mes parents, mes 2 frères, ma sœur, ils sont tous sortis cette nuit-là. Ils ont entendu les voix, les appels, et ils sont sortis. Je suis resté caché sous mon lit, trop terrifié pour bouger. Au matin, ils avaient tous disparu, comme évaporés. Il ne restait que leurs vêtements, pliés soigneusement devant la porte, et leurs portraits, tous retournés contre le mur. Mais... « Comment tu as survécu ?» demanda Jules. Clémence rouvrit les yeux et ils étaient emplis d'une culpabilité vieille de 5 décennies. « Parce que j'ai refusé de sortir, parce que j'ai laissé ma famille partir sans moi. Et chaque nuit depuis, je les entends m'appeler. Je sais qu'ils attendent, qu'ils sont toujours là quelque part. Et maintenant, sa voix se brisa complètement. Maintenant, ils sont revenus pour finir ce qu'ils ont commencé. » L'horloge du salon sonna 2h17 du matin. Au dernier coup, elle s'arrêta définitivement, comme si le temps lui-même avait décidé d'abandonner la maison Giraud. Dehors, 7 silhouettes se tenaient immobiles dans le brouillard, encerclant la maison. Et elles attendaient. Le temps s'était figé dans la maison Giraud. Recroquevillés sous la table de cuisine, éclairés par la flamme vacillante de la lampe à huile, les 5 membres de la famille demeuraient pétrifiés, digérant la terrible révélation de Clémence. « 50 ans, murmura Étienne, sa voix à peine audible. Tu as vécu 50 ans avec ce secret, dans cette maison. »« Je n'avais nulle part où aller, » répondit Clémence, ses yeux perdus dans un passé douloureux. « Après leur disparition, les autorités m'ont placé chez ma tante à Tulle. Mais quand j'ai eu 18 ans, je suis revenu. Je devais comprendre. Je devais savoir ce qui leur était arrivé. » Marguerite serra plus fort Léonie contre elle, horrifiée à l'idée que sa belle-mère avait élevé ses enfants dans cette maison maudite, en connaissance de cause. « Et qu'as-tu découvert ?» demanda Jules.
son regard oscillant entre sa grand-mère et les fenêtres où les silhouettes restaient immobiles dans le brouillard. Clémence se pencha vers le centre de leur petit refuge, baissant la voix comme si les murs eux-mêmes pouvaient rapporter ses paroles. « Il y a un journal. Mon père le tenait. Je l'ai trouvé caché dans le grenier, glissé entre deux poutres. Il y documentait tout, les apparitions, les visites nocturnes, les changements dans le comportement de notre terre. Il avait compris quelque chose d'important. « Où est-il maintenant ?» interrogea Étienne avec urgence. « Dans ma chambre, dans le coffret sous mon lit. » Les regards convergèrent vers le plafond, vers l'étage supérieur où régnait une obscurité totale. Monter là-haut signifiait s'éloigner de leur unique source de lumière, s'aventurer dans le territoire de ces choses qui rôdaient. « Il le faut », déclara Étienne avec une détermination qui surprit sa propre famille. « Si ce journal explique comment ton père a affronté ces créatures, c'est notre seul espoir. »« Papa a échoué », rappela sèchement Clémence. « Ils ont tous disparu. Mais toi, tu as survécu. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce journal, une méthode, un rituel. » Un grattement soudain contre la porte de la cuisine interrompit leur conversation, lent, délibéré. 3 coups espacés, comme une parodie de politesse. « Clémence !» appela une voix depuis l'autre côté de la porte, une voix féminine, douce et mélodieuse. « C'est moi, maman. J'ai tellement froid dehors. Laisse-moi entrer, ma chérie. » Le visage de Clémence se vida de toutes ses couleurs. Cette voix, elle la reconnaissait. Après 50 ans, elle reconnaissait la voix de sa mère morte, préservée dans sa mémoire comme un souvenir précieux et désormais souillé. « Ne réponds pas », souffla Marguerite. « Ne leur donne rien. » Mais les larmes coulaient sur les joues tout flétries de Clémence. 5 décennies de culpabilité et de chagrin jaillissant d'un coup. « Maman ?» murmura-t-elle malgré elle. Le grattement s'intensifia, devenant presque frénétique. « Oui, ma chérie, c'est moi. Ouvre la porte. Laisse ta maman rentrer à la maison. Taisez-vous » rugit soudain Étienne, sa voix résonnant dans toute la maison. « Vous n'êtes pas sa mère. Vous n'êtes rien qu'une abomination. » Le grattement cessa immédiatement. Pendant 3 secondes interminables, il n'y eut que le silence. Puis un rire éclata, multiple, discordant, comme si plusieurs gorges riaient en même temps. Un rire qui n'avait rien d'humain, qui montait et descendait selon des harmoniques impossibles. Le rire s'éloigna progressivement, se dissolvant dans le brouillard. Mais son écho restait gravé dans l'esprit de la famille comme une marque au fer rouge. « Je vais chercher ce journal », annonça Jules en se levant brusquement, incapable de supporter une seconde de plus cette attente passive. « Non, c'est moi qui irai », insista Étienne. « C'est mon devoir de… »« Ça, papa », l'interrompit Jules avec une fermeté nouvelle. « Tu es le plus fort. Si quelque chose arrive, la famille a besoin de toi ici. Moi, je suis jeune, rapide. Je peux monter, prendre le journal et redescendre avant qu'il ne réagisse. » Le raisonnement était logique mais déchirant pour un père. Étienne regarda son fils aîné, ce garçon qui devenait un homme sous ses yeux dans les circonstances les plus terribles imaginables. « D'accord », céda-t-il finalement. « Mais tu prends la lampe. Et au moindre bruit suspect, tu redescends immédiatement, tu comprends? Immédiatement. » Jules acquiesça et rampa hors de leur refuge. Debout dans la cuisine, la lampe à huile tremblante dans sa main, il paraissait terriblement vulnérable. Marguerite voulut protester, le supplier de ne pas y aller, mais elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Sous le lit », précisa Clémence, un coffret en bois de cèdre avec des ferrures en bronze. Le journal est enveloppé dans un tissu rouge. Jules hocha la tête et quitta la cuisine. Ses pas résonnèrent dans le couloir avec une lenteur insoutenable. La famille, toujours sous la table, écoutait chaque craquement du plancher, chaque respiration de leur fils et frère bien-aimés. Le jeune homme atteignit l'escalier. Les marches montaient dans l'obscurité comme la gueule d'un prédateur. Il éleva la lampe, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les portraits qui jonchaient le sol, leurs verres brisés scintillant dans la lumière, créaient un champ de débris traître. Il posa le pied sur la première marche. Elle gémit sous son poids. 2e marche, 3e. À chaque pas, son cœur battait plus fort, si fort qu'il était certain que les choses dehors pouvaient l'entendre. À mi-hauteur, il s'immobilisa. Il venait de voir quelque chose bouger au sommet de l'escalier, une ombre qui se retirait précipitamment hors du cercle de lumière. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-il stupidement. Évidemment qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, mais la question avait jailli automatiquement,
réflexe absurde de normalité dans une situation qui défiait toute raison. Pas de réponse. Juste ce silence oppressant chargé d'une tension insupportable. Jules reprit son ascension. Encore 4 marches. 3, 2, 1. Il atteignit le palier de l'étage, et sa lumière révéla le couloir familier transformé en quelque chose d'étranger et de menaçant. Toutes les portes étaient ouvertes, portes qu'il savait fermer avant le dîner. Elles bâillaient comme des bouches affamées sur des chambres plongées dans le noir absolu. La chambre de Clémence était la 3e à gauche. Jules avança lentement, ses sens en alerte maximale. L'odeur de terre et de décomposition était plus forte ici, presque suffocante. Et il y avait autre chose, une odeur métallique, cuivrée. Du sang. Il passa devant la première porte ouverte, sa propre chambre. La lumière de sa lampe balaya brièvement l'intérieur et il tressaillit violemment. Son lit était défait, les draps arrachés et empilés au centre de la pièce pour former une silhouette vaguement humaine, comme si quelqu'un avait essayé de reproduire la forme d'un corps endormi. 2e porte. La chambre de Léonie. Les jouets de sa sœur, sa poupée de porcelaine, son ours en peluche, ses cubes de bois, étaient disposés en cercle parfait au centre de la pièce, tous orientés vers la porte, comme une assemblée miniature observant le couloir. Jules déglutit péniblement et continua. 3e porte, la chambre de Clémence. Il entra rapidement, se précipita vers le lit et s'agenouilla. Ses doigts tremblants cherchèrent sous le sommier, trouvèrent le coffret et le tirèrent vers lui. C'est alors qu'il entendit la respiration. Lourde, humide, juste derrière lui. Chaque fibre de son être lui hurlait de ne pas se retourner, mais son corps bougea de lui-même. Lentement, il pivota, levant la lampe. La chose se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait approximativement la forme d'un homme, mais toutes ses proportions étaient fausses, trop grandes, presque 3 mètres, la tête frôlant le chambranle. Les bras pendaient jusqu'aux genoux, articulés à trop d'endroits. Et le visage? Ce n'était pas un visage, c'était un masque d'os lisse et blanc, sans traits définis, juste des dépressions sombres, là où auraient dû être les yeux et la bouche. Pourtant, Jules sentait qu'il le regardait, qu'il l'étudiait avec une curiosité terrible et affamée. La chose pencha la tête sur le côté dans un angle impossible, comme un oiseau observant un insecte. Puis elle parla, et sa voix était un amalgame horrible de toutes les voix des gyros superposés. « Jules, gentil Jules. Brave Jules, donne-nous le coffret. » Le garçon serra le coffret contre sa poitrine, ses jambes refusant de lui obéir pour fuir. « Donne-nous, » répéta la chose en avançant d'un pas glissé. « Ce qu'il contient ne peut pas t'aider. Ton arrière-grand-père a essayé. Il a lu, il a compris. Et regarde où ça l'a mené. » Elle leva un bras et Jules vit avec horreur que ses doigts étaient trop longs, trop nombreux, se terminant par des pointes osseuses. Il est devenu l'un de nous, comme toute sa famille. Comme vous tous le deviendrez. C'est le cycle. C'est la loi de cette terre. Nous étions ici avant. Nous serons ici après. Cette maison est construite sur notre domaine. Jules sentit ses jambes se dérober. Il s'effondra contre le lit, la lampe menaçant de lui échapper des mains. La chose se rapprocha encore, remplissant maintenant tout l'embrasure, son immense silhouette bloquant toute fuite possible. « Mais nous pouvons être miséricordieux, » siffla-t-elle. « Donne-nous le coffret. Sors de la maison. Marche dans le brouillard. Ce sera rapide, presque indolore, et tu rejoindras ceux qui t'ont précédé. N'est-ce pas préférable à cette terreur qui te ronge ?» Les doigts de la chose s'allongèrent encore, atteignant maintenant à quelques centimètres du visage de Jules. Il pouvait sentir leur froideur surnaturelle, comme si elles absorbaient toute chaleur environnante. Dans sa tête, une voix logique lui disait d'abandonner, de capituler, d'accepter l'inévitable. Mais une autre voix, celle de son père, de sa mère, de sa petite sœur, lui criait de résister. Avec un hurlement de rage pure, Jules projeta la lampe à huile vers la créature. L'huile enflammée explosa contre le torse de la chose. Les flammes se propagèrent instantanément, et la créature émit ce cri strident et inhumain qu'ils avaient déjà entendu. Elle recula en titubant, s'écrasant contre les murs du couloir. Jules ne réfléchit pas. Il se jeta vers l'ouverture, le coffret serré sous son bras, courant dans le couloir désormais illuminé par les flammes qui dévorèrent la créature. Derrière lui, d'autres cris répondaient aux premiers, les 6 autres, alertés par la douleur de leurs semblables. Il dévala l'escalier 4 à 4, manquant de trébucher sur les débris,
le coffret heurtant douloureusement ses côtes. Dans la cuisine, sa famille avait entendu le tumulte et était sortie de sous la table. « Accours !» hurla Jules en déboulant dans la pièce. Il n'eut pas besoin de le dire 2 fois. Étienne attrapa Léonie, Marguerite saisit une autre lampe, et tous suivirent Clémence qui se précipitait vers la cave, un endroit auquel personne n'avait pensé, mais qui offrait peut-être un refuge. Derrière eux, les cris se multipliaient. Les créatures entraient dans la maison, leur patience épuisée, leur faim aiguisée par la résistance. Le bois craquait, les murs tremblaient sous leurs mouvements. La famille s'engouffra dans l'étroit escalier de la cave, Étienne fermant et verrouillant la lourde porte de chêne derrière eux. Quelques secondes plus tard, des coups violents ébranlèrent le battant, mais il tint bon. Au fond de la cave humide, éclairée par une unique lampe, les 5 Giraud s'effondrèrent, haletants, terrifiés mais vivants. Jules tendit le coffret à Clémence avec des mains qui tremblaient violemment. « J'espère que ça en valait la peine », haleta-t-il. La vieille femme ouvrit le coffret d'une main tremblante. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu rouge délavé, se trouvait un journal relié de cuir noir. Sur la couverture, gravé dans le cuir, 4 mots en latin, « Scientia et mor vel vita ». La connaissance est la mort ou la vie. Clémence ouvrit le journal et commença à lire à voix haute, tandis qu'au-dessus de leur tête, les créatures continuaient leur assaut méthodique contre la porte de la cave. La cave des Giraud sentait la terre humide et le moisi. Des racines serpentaient le long des murs de pierre brute, créant des ombres grotesques dans la lumière vacillante de la lampe. Au-dessus de leur tête, les coups contre la porte de chêne avaient cessé, remplacés par un silence encore plus inquiétant, le silence de prédateur qui change de stratégie. Clémence, assise sur un vieux tonneau de vin, tenait le journal de son père avec une révérence mêlée de terreur. Ses doigts ridés caressèrent la couverture de cuir avant de l'ouvrir à la première page. L'encre avait pâli avec le temps, mais l'écriture restait lisible, une calligraphie soignée et méthodique. 15 mars 1843. Lut Clémence d'une voix chevrotante. « Aujourd'hui, j'ai acheté la propriété Giraud. Le notaire semblait soulagé de s'en débarrasser. Il m'a parlé d'une histoire malheureuse, sans vouloir élaborer. Le prix était dérisoire pour une maison de cette taille. J'aurais dû me méfier. » Étienne s'était posté au pied de l'escalier, son fusil pointé vers la porte, bien qu'il doutât de l'efficacité de l'arme contre ces créatures. Marguerite berçait Léonie qui s'était finalement endormie d'épuisement, la tête sur les genoux de sa mère. Jules, encore tremblant de son face-à-face avec la créature, écoutait intensément chaque mot. Clémence tourna plusieurs pages, cherchant les passages pertinents. 3 avril 1843. Les premières semaines furent paisibles, puis sont venues les nuits étranges. Ma femme Élise jure avoir vu quelqu'un observer la maison depuis la lisière de la forêt. Toujours à la même heure, minuit précis, toujours immobile. Quand je sors vérifier, il n'y a personne. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous, murmura Marguerite. Ça a commencé il y a 3 semaines, les observations, puis ça s'est rapproché. Clémence acquiesça sombrement et continua à feuilleter. 12 mai 1843. J'ai consulté le curé du village, le père Augustin. Quand je lui ai décrit notre situation, son visage s'est vidé de ses couleurs. Il m'a emmené dans les archives paroissiales et m'a montré des registres anciens. Cette terre, mon Dieu, cette terre. La vieille femme s'interrompit, sa voix se brisant. Jules s'approcha et posa doucement sa main sur son épaule. « Continue, mémé. Nous devons savoir. » Clémence respira profondément et reprit, ses yeux balayant rapidement les pages. « Là, le père Augustin m'a expliqué que la propriété était construite sur l'ancien cimetière d'un peuple dont même le nom a été effacé de l'histoire. Pas des Gaulois, pas des Romains. Quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Les premiers chrétiens qui s'installèrent ici au VIe siècle trouvèrent des pierres levées et des ossements disposés selon des motifs qu'ils jugèrent blasphématoires. Ils détruisirent les monuments, dispersèrent les eaux, érigèrent une chapelle à cet endroit précis. « Cette maison est construite sur une chapelle ?» interrogea Étienne. « Attends » répondit Clémence en tournant les pages. « La chapelle brûla en 1247 dans des circonstances mystérieuses. 7 moines périrent dans l'incendie. Leurs corps ne furent jamais retrouvés, bien que la structure se soit effondrée, comme s'ils s'étaient évaporés. Pendant des siècles, le terrain resta abandonné. Personne ne voulait y construire. Puis en 1789, pendant la Révolution, un marchand opportuniste fit raser les ruines et bâtir cette maison. Un grattement soudain résonna depuis le plafond de la cave. Tous levèrent les yeux.
Quelque chose rampait au-dessus d'eux, traversant le plancher du rez-de-chaussée avec une lenteur calculée. Le bois gémissait sous un poids colossal. « Elles cherchent une autre entrée », souffla Jules. « Continue, mémé », pressa Marguerite. « S'il y a un moyen de les arrêter, il doit être dans ce journal. » Clémence feuilleta frénétiquement, ses yeux parcourant les entrées qui détaillaient la détérioration progressive de la situation de sa famille, les apparitions qui se rapprochaient, les voix qui commençaient à imiter leurs proches décédés, les cauchemars partagés où tous rêvaient de silhouettes sans visage les encerclant. « Là !» s'exclama-t-elle. « 28 octobre 1843. Le père Augustin m'a révélé ce qu'il avait eu lors de notre première rencontre. Selon les archives les plus anciennes, le peuple qui occupait cette terre pratiquait un culte de la mort. Il croyait que l'âme ne quittait jamais réellement le corps, qu'elle restait liée aux ossements. En détruisant leurs tombes et en dispersant leurs restes, les chrétiens ont commis une erreur fatale. Ils ont libéré ces âmes de leur repos, les condamnant à errer éternellement, cherchant désespérément de nouveaux corps à habiter. Un frisson collectif parcourut la famille. Cette révélation résonnait avec une vérité horrible. Les créatures que nous voyons ne sont pas vivantes au sens où nous l'entendons, continua Clémence. Ce sont des amalgames, des âmes anciennes qui ont appris au fil des siècles à construire des formes temporaires à partir de... Elle s'interrompit déglutissant péniblement. À partir des restes de leurs victimes, chaque personne qu'elles prennent ajoute sa substance à leur masse. C'est pourquoi elles sont si grandes, si déformées. Elles sont des centaines d'âmes et de corps fusionnés en une seule entité monstrueuse. Léonie se réveilla brusquement avec un petit cri. Marguerite la serra contre elle, couvrant ses oreilles pour qu'elle n'entende pas la suite. « Mais comment on les arrête ?» demanda Étienne, sa voix tremblant pour la première fois. « Il doit y avoir un moyen. » Clémence tourna encore quelques pages, ses mains tremblant de plus en plus violemment. 1er novembre 1843. Le père Augustin m'a apporté quelque chose. Un texte latin copié d'un manuscrit encore plus ancien. Un rituel. Pas d'exorcisme. Ces choses ne sont pas des démons. Un rituel de réunification. Si nous pouvons rassembler leurs os dispersés, les réenterrer selon leurs coutumes d'origine, les âmes pourraient trouver le repos. « Où sont les os ?» demanda Jules avec urgence. « Le père Augustin pense qu'ils sont encore ici, sous la maison. » Quand les fondations furent creusées en 1789, les ouvriers rapportèrent avoir trouvé une mer d'ossements, qu'ils jetèrent simplement dans les fondations mêmes. La maison est littéralement bâtie sur leurs restes. Un nouveau grattement, cette fois directement sous leurs pieds. Le sol de terre battu de la cave commença à se fissurer, des lignes sombres apparaissant comme des veines noires. « Elles creusent », constata Étienne avec horreur. « Elles viennent par en dessous. »« Il y a plus », halta Clémence en tournant rapidement vers les dernières pages. 2 novembre 1843. C'est ce soir, elles se rassemblent toutes. J'ai compté 7 silhouettes, 7 comme les moines disparus. Le père Augustin dit que c'est un nombre significatif dans leur culte ancien. Elles viennent en force tous les 50 ans, un cycle lié aux étoiles, aux alignements célestes que leur peuple observait. Nous devons accomplir le rituel cette nuit où nous sommes perdus. Ça 50 ans, répéta Jules. 1843. 1893, c'est cette nuit. C'est maintenant. Le rituel exige 7 choses, lut Clémence, sa voix montant d'un cran face à l'urgence. 1. Du feu sacré, des flammes allumées avec du bois de l'église originelle. 2. Du sel consacré pour tracer un cercle de protection. 3. Le sang d'un membre de la famille vivant sur la terre. 4. Une prière dans leur langue morte. Le père Augustin m'a fourni la phonétique. 5. L'assemblage des os en forme humaine au centre du cercle. 6. L'offrande d'un objet de valeur sentimentale de chaque membre de la famille. 7. Elle s'arrêta, son visage devenant cendreux. « Quoi ?» la pressa Étienne. « 7 quoi ?» 7. Une âme doit volontairement rester en arrière, accepter de devenir le gardien des os, de veiller éternellement sur leur repos. Un sacrifice conscient pour ancrer le rituel et empêcher que les âmes ne se libèrent à nouveau. Le silence tomba sur la cave comme une pierre tombale. Tous comprenaient ce que cela signifiait. Quelqu'un devrait rester. Quelqu'un devrait se sacrifier. « C'est pour ça qu'ils ont tous disparu, » murmura Clémence, des larmes roulant sur ses joues. « Mon père a dû accomplir le rituel. Mais il a échoué. Ou peut-être qu'il a réussi, mais que le sacrifice n'a pas suffi. 7 âmes contre 7 créatures.
Peut-être que toute ma famille s'est sacrifiée pour me sauver, moi, la plus jeune, pour me donner 50 ans de vie avant que le cycle ne se répète. Des fissures plus larges apparaissaient maintenant dans le sol. Entre les crevasses, il pouvait voir quelque chose bouger, des formes pâles, des fragments d'os qui se réassemblaient, animés par une volonté malveillante. « Nous devons agir maintenant, déclara Étienne. Qu'avons-nous de ce qu'exige le rituel ?» Clémence consulta rapidement le journal. « Le feu sacré. Il reste peut-être des poutres de l'ancienne chapelle dans les fondations. Le sel consacré, j'en ai dans ma chambre pour les préserves. Le sang, l'un de nous peut le fournir. La prière, elle est transcrite ici. Les os, ils sont partout autour de nous. Les objets de valeur sentimentale. J'ai mon alliance, offrit immédiatement Marguerite. Mon couteau, celui que grand-père m'a donné, ajouta Jules. La montre de mon père, dit Étienne en la tirant de sa poche. La poupée de maman, murmura Léonie d'une petite voix terrifiée. Tous les regards se tournèrent vers Clémence. Mon chapelet, celui que ma mère m'a donné la veille de cette nuit-là. Bien, résuma Étienne avec une détermination forcée. Nous avons presque tout. Reste le sacrifice. Un silence lourd s'installa. Chacun évitait le regard des autres, mais tous pensaient la même chose. Qui allait rester? Qui allait accepter de devenir le gardien éternel de ce lieu maudit? « Ce sera moi, » annonça soudain Clémence, d'une voix claire et ferme. « Non, » protesta Étienne. « Si. J'ai vécu 50 années de sursis que ma famille m'a acheté avec leur sacrifice. Il est temps que je paie cette dette. De plus, regardez-moi. Je suis vieille, fatigue. Vous avez encore des décennies devant vous. Léonie n'a que 9 ans. Elle mérite de grandir, de se marier, d'avoir des enfants. » Marguerite sanglotait ouvertement maintenant, serrant sa fille contre elle. « Il doit y avoir un autre moyen, » insista Jules. « On ne peut pas simplement te laisser... » « Il n'y a pas d'autre moyen, » le coupa Clémence avec douceur. « Le rituel est clair, et dans mon cœur, je sais que c'est juste. J'aurais dû être avec eux il y a 50 ans. J'aurais dû sortir de dessous ce lit et rejoindre ma famille. Au lieu de cela, j'ai vécu dans la peur et la culpabilité chaque jour depuis. Laissez-moi enfin faire ce qui est juste. » Le sol de la cave explosa soudain en plusieurs endroits. Des mains osseuses jaillirent, griffant l'air, cherchant à saisir les vivants. L'une d'elles attrapa la cheville d'Étienne qui hurla et donna un coup de crosse de fusil, brisant les doigts fragiles en une pluie de fragments. « Maintenant !» cria Clémence. « Nous devons agir maintenant ou nous sommes tous perdus. » Étienne se précipita vers le coin le plus éloigné de la cave où étaient empilés de vieux bois de construction. Avec Jules, ils dégagèrent frénétiquement les planches modernes jusqu'à atteindre des poutres beaucoup plus anciennes, noircies par le temps et marquées de symboles chrétiens gravés, les restes de l'ancienne chapelle. Marguerite, malgré sa terreur, traça un large cercle de sel au centre de la cave, évitant les mains qui continuaient à émerger du sol. Léonie, courageuse malgré ses larmes, collectait les fragments d'eau qui parsemèrent la terre, les rassemblant au centre du cercle. Clémence ouvrit le journal à la page du rituel. Les mots étaient dans une langue qui n'existait plus depuis des millénaires, mais son père avait soigneusement noté la prononciation phonétique. « Quand le cercle sera complet et que les os seront assemblés, je commencerai la prière, » expliqua-t-elle. « Vous devez tous sortir de la cave, quitter la maison et courir sans vous retourner jusqu'au village. Vous comprenez? Sans vous retourner, quoi que vous entendiez. »« Je ne te laisserai pas seule, » protesta Marguerite entre deux sanglots. « Tu le dois, pour Léonie, pour Jules, pour l'enfant que tu portes. » Marguerite porta instinctivement sa main à son ventre. Elle ne savait pas encore, mais Clémence, avec sa sagesse de vieille femme, l'avait deviné. Les poutres anciennes furent allumées. Les flammes prirent avec une facilité surnaturelle, comme si le bois sacré n'attendait que ce moment depuis des siècles. Jules utilisa un couteau pour entailler son pouce, laissant tomber 3 gouttes de sang sur les os assemblés. La forme prenait vie maintenant, un squelette approximatif, reconstitué à partir des fragments dispersés depuis si longtemps. Autour du cercle de sel, la famille déposa leurs objets précieux. L'alliance, le couteau, la montre, la poupée, le chapelet. Au-dessus d'eux, un hurlement terrible ébranla la maison entière. Les créatures avaient compris ce qui se passait. Elles se précipitaient vers la cave, abandonnant toute ruse. « Partez !» hurla Clémence. « Maintenant !» Étienne attrapa Léonie. Marguerite saisit la main de Jules. Ils se précipitèrent vers l'escalier, tandis que la porte en haut explosait littéralement sous l'assaut des créatures. Étienne vida son fusil vers le haut, ne visant rien de précis, juste pour gagner quelques secondes.
Ils émergèrent dans la cuisine juste au moment où 3 des créatures tentaient de forcer le passage. Étienne balaya l'une d'elles avec un tisonnier encore brûlant du feu de salon. La chose recula en sifflant. « La porte de derrière !» cria Marguerite. Ils traversèrent la maison dans une course folle, contournant les créatures, esquivant leurs membres trop longs. Derrière eux, depuis la cave, la voix de Clémence s'éleva. Des mots anciens, gutturaux, puissants, chantés avec une conviction absolue. La porte arrière. Étienne la fracassa d'un coup d'épaule. Le brouillard les enveloppa immédiatement, glacial et désorientant, mais ils continuèrent à courir. Le chemin, la route, le village. Ne pas se retourner. Derrière eux, la maison Giraud s'illumina soudain d'une lumière aveuglante. Pas le rouge-orange du feu ordinaire, mais une lueur blanche et pure qui perçait le brouillard. Les cris des créatures atteignirent un paroxysme d'agonie avant de s'interrompre brusquement. Puis ce fut le silence, un silence si complet qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. La famille Giraud continua à courir jusqu'à ce que les lumières du village apparaissent devant eux. Ce n'est qu'alors qu'ils s'effondrèrent, haletants, sanglotants, vivants. Étienne voulut se retourner, regarder une dernière fois la maison, mais Marguerite lui saisit le visage entre ses mains. « Non, elle nous a fait promettre. Ne te retourne pas. » Alors ils restèrent là, dos à leur ancienne demeure, pleurant la femme qui s'était sacrifiée pour leur offrir un avenir. 3 novembre 1893. Aube. L'aube se leva sur Corrèze avec une lenteur cruelle, comme si le soleil lui-même hésitait à éclairer ce qui s'était passé durant la nuit. Le brouillard commençait à se dissiper en lambeaux spectrales, révélant progressivement le paysage familier des collines ondulantes et des champs endormis. Les Giraud, ou ce qu'il en restait, étaient effondrés devant l'auberge du village, serrant leurs maigres possessions contre eux. Étienne tenait Léonie dans ses bras, la fillette ayant sombré dans un sommeil d'épuisement. Marguerite s'agrippait à Jules, ses doigts blancs tant elle serrait fort. Aucun d'eux n'avait prononcé un mot depuis qu'ils avaient atteint la sécurité du village. Le père Mathieu, le jeune curé qui avait remplacé le père Augustin mort 10 ans auparavant, fut le premier à les découvrir. Il sortait pour la messe matinale quand il aperçut cette famille brisée, couverte de poussière et de sueur, les vêtements déchirés, les yeux vides. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en se précipitant vers eux. « Que vous est-il arrivé ?» Étienne leva vers lui un regard hanté, et le prêtre recula d'un pas devant ce qu'il y lut. Une terreur si profonde qu'elle semblait avoir gravé des années supplémentaires sur le visage de l'homme en une seule nuit. « Ma mère !» murmura enfin Étienne d'une voix brisée. « Elle est restée. » Le père Mathieu ne comprit pas immédiatement, mais quelque chose dans le ton, dans l'expression de cette famille dévastée, l'empêcha de poser davantage de questions. Il les fit entrer dans l'église, leur offrit du pain et de l'eau, alluma le feu dans la petite pièce adjacente à la sacristie. Pendant que Léonie dormait et que Marguerite fixait les flammes d'un regard vide, Jules raconta tout. Les créatures, le journal, le rituel, le sacrifice de Clémence. Le jeune prêtre écouta avec un scepticisme croissant qui se transforma progressivement en horreur blême à mesure que le récit progressait. « Le père Augustin » murmura-t-il finalement. Il tenait un journal, lui aussi, dans les archives paroissiales. Il y mentionnait des choses, des événements qu'il avait eus par peur de passer pour fou. Je pensais que c'étaient les divagations d'un vieil homme. Ils étaient réels, affirma Jules, avec une conviction de fer. Tout était réel. Et grand-mère s'est sacrifiée pour nous sauver. Le père Mathieu se signa, murmurant une prière, puis il se leva brusquement. « Il faut que je voie, il faut que j'aille à la maison. »« Non !» s'écria Marguerite, sortant soudain de son silence. « N'y allez pas, elle nous a fait promettre de ne jamais nous retourner, de ne jamais revenir. »« Je dois bénir les lieux, ma fille. Si ce que vous dites est vrai, si un sacrifice a été consenti sur cette terre, alors elle est désormais sacrée. Je dois accomplir mon devoir. » Étienne hocha lentement la tête. « Attendez au moins que le soleil soit haut. Attendez midi. Et n'y allez pas seul. » 8 heures du matin. La nouvelle s'était répandue dans le village comme un feu de broussailles. Les Giraud avaient fui leur maison en pleine nuit. La vieille Clémence avait disparu. Des murmures couraient. Certains évoquaient un incendie, d'autres des brigands, d'autres encore des choses plus sombres qu'ils n'osaient nommer à voix haute. Une délégation se forma. Le père Mathieu, le maire du village, le médecin et 3 hommes robustes armés de fusils et de fourches. Étienne insista pour les accompagner malgré les protestations de Marguerite. Il devait savoir.
Il devait voir de ses propres yeux ce qui restait. Ils partirent à midi précis, quand le soleil d'automne était au zénith, chassant les dernières traces de brouillard. Le chemin vers la propriété Giraud leur parut étrangement long, comme si la terre elle-même résistait à leur approche. Quand la maison apparut enfin au détour du chemin, un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. Elle était intacte, parfaitement, incroyablement intacte. Pas de traces d'incendie, pas de dégâts visibles, pas de portes fracassées ou de fenêtres brisées. La demeure se dressait paisiblement dans la lumière du jour, comme si rien ne s'était jamais produit. Mais les créatures, balbutia Étienne. Les portes, les fenêtres, tout était détruit. Ils s'approchèrent prudemment. Le père Mathieu tenait son crucifix devant lui comme un bouclier. Mais aucune menace ne se manifesta. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le vent murmurait doucement dans les herbes. Tout semblait normal, ordinaire. La porte d'entrée s'ouvrit sans résistance sous la main du maire. L'intérieur était exactement tel que la famille l'avait laissé. La table encore dressée pour le dîner. Les chaises repoussées. L'horloge arrêtée à 2h17. Mais il y avait une différence. Tous les portraits, qui gisaient brisés sur le sol la nuit précédente, étaient de nouveau accrochés au mur, intacts. Leurs cadres brillaient comme s'ils venaient d'être polis. Et sur chaque photographie, un détail glaça le sang d'Étienne. Clémence apparaissait maintenant sur toutes les images, même sur les portraits pris avant sa naissance. Elle se tenait en arrière-plan, légèrement floue, comme un fantôme photographique, et dans chacune, elle regardait directement l'objectif avec un sourire paisible. « Doux Jésus !» souffla le père Mathieu. Ils explorèrent le rez-de-chaussée avec précaution. Le salon était en ordre parfait, la cuisine immaculée, aucune trace des événements terrifiants de la nuit. C'était comme si la maison elle-même avait été réinitialisée, restaurée à un état d'innocence trompeuse. « La cave !» dit Étienne d'une voix étranglée. « C'est là qu'elle a accompli le rituel. Personne ne voulait descendre. » Finalement, le père Mathieu prit une lanterne et s'avança, suivi d'Étienne et des autres. L'escalier gémit sous leurs pas, le seul son dans le silence oppressant de la maison. La porte de la cave était fermée. Pas verrouillée, mais fermée, comme si quelqu'un l'avait soigneusement refermée de l'intérieur. Le maire la poussa lentement. Le spectacle qui les attendait les figea sur place. La cave était transformée. Les murs de pierre brute avaient été... décorés n'était pas le bon mot. Modifiés. Des ossements étaient incrustés dans la maçonnerie, formant des motifs complexes et hypnotiques, des spirales, des cercles concentriques, des symboles d'une géométrie impossible. Ils brillaient faiblement d'une lueur phosphorescente, comme s'ils avaient absorbé la lumière du rituel et la restituaient lentement. Au centre exact de la cave, là où Clémence avait tracé son cercle de sel, se dressait maintenant une forme. Ce n'était pas exactement une statue, c'était Clémence, ou plutôt ce qui restait d'elle. Son corps s'était transformé en une sorte de cristal translucide, préservé dans la position où elle avait achevé le rituel, agenouillée, les mains levées vers le ciel, la tête rejetée en arrière, la bouche ouverte sur le dernier mot de la prière ancienne. À travers sa forme cristalline, on pouvait voir son squelette, mais aussi autre chose. Des filaments de lumière qui circulaient comme du sang, des veines phosphorescentes qui pulsaient avec un rythme lent et régulier. Elle était morte, mais pas tout à fait. Figée entre deux états, gardienne éternelle comme le rituel l'exigeait. Ses yeux de cristal étaient ouverts et il semblait suivre les visiteurs avec une conscience troublante. « Elle est encore là », murmura Étienne, des larmes coulant sur ses joues. « Elle est toujours là, piégée. » Le père Mathieu s'agenouilla, tremblant, et commença à prier. Mais même lui sentait que ses prières chrétiennes n'avaient pas de prise sur cet endroit désormais. Le rituel ancien avait transformé la cave en quelque chose d'autre, un lieu sacré selon des règles plus anciennes que le Christ, plus profondes que Rome. Dans le sol autour de la forme de Clémence, les ossements du peuple oublié reposaient enfin en paix, réassemblés et apaisés. Le cercle de sel était toujours visible, brillant d'un éclat argenté. Les objets sacrifiés par la famille, l'alliance, le couteau, la montre, la poupée, le chapelet, formaient un pentagramme autour de la gardienne. « Nous devons sceller cet endroit », déclara le père Mathieu en se relevant. « Personne ne doit plus jamais descendre ici. Personne ne doit perturber son repos ni celui des âmes qu'elle garde. »« Non, » protesta Étienne, « je ne peux pas simplement la laisser. Tu le dois, » le coupa doucement le prêtre. « C'était son choix, son sacrifice.
L'honorer signifie respecter ce choix, aussi douloureux soit-il. Étienne s'approcha de la forme cristalline de sa mère. Il tendit une main tremblante, hésita puis la posa doucement sur l'épaule translucide. Le cristal était tiède au toucher, pulsant légèrement comme s'il respirait. « Merci, maman », chuchota-t-il. « Pour tout, pour ta vie, pour ton sacrifice. Je promets que nous nous souviendrons, que nous raconterons ton histoire. » Un instant, juste un instant. Il sembla voir un sourire traverser le visage cristallisé de Clémence. Puis ce fut parti. Peut-être juste un effet de la lumière vacillante de la lanterne. Ils remontèrent en silence. Le maire et ses hommes clouèrent des planches épaisses sur la porte de la cave, puis scellèrent les fissures avec du plâtre. Le père Mathieu traça des croix bénites sur le bois, murmurant des prières de protection. Pendant ce temps, Étienne parcourait une dernière fois les pièces familières. Les souvenirs étaient à partout. Léonie jouant près de la cheminée, Jules étudiant à la table de la cuisine, Marguerite fredonnant en préparant le repas, Clémence tricotant dans son fauteuil préféré. Dans la chambre de sa mère, il trouva une lettre posée sur l'oreiller, une lettre qui n'était pas là la nuit précédente. L'écriture était celle de Clémence, mais les mots semblaient avoir été tracés avec une urgence fébrile, peut-être juste avant le début du rituel. « Mon cher fils, si tu lis ceci, alors j'ai réussi. Vous êtes en sécurité. C'est tout ce qui compte. Ne pleure pas pour moi. Ces 50 années que j'ai vécues étaient un cadeau que je ne méritais pas. Chaque jour avec toi, avec tes enfants, était une bénédiction que ma propre famille m'a achetée au prix de leur existence. Il était juste que je paie cette dette. La maison est pure maintenant. Les âmes anciennes reposent enfin, mais elle ne sera plus jamais un foyer pour les vivants. Promets-moi de ne jamais y revenir vivre. Laisse-la devenir un monument, un mémorial. Laisse l'herbe et les ronces la reprendre. C'est mieux ainsi. Je ne souffre pas. Le rituel m'a transformé, mais pas de la manière que je craignais. Je suis devenu partie de quelque chose de plus grand. Une gardienne, oui, mais aussi un pont entre deux mondes. Je veille sur les morts pour qu'ils ne troublent plus les vivants. C'est un honneur à sa façon. Élève tes enfants dans la lumière. Raconte-leur notre histoire, mais pas pour leur faire peur, pour leur enseigner que l'amour exige parfois des sacrifices que nous ne pourrions jamais imaginer. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Et dis à Marguerite de nommer l'enfant qu'elle porte Clémence si c'est une fille. J'aimerais que mon nom continue, porté par quelqu'un qui vivra dans la joie plutôt que dans l'ombre. Je vous aime, toujours, éternellement. Ta mère qui veille. Clémence Étienne serra la lettre contre sa poitrine, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Puis il la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. C'était tout ce qui lui restait d'elle, ses mots d'adieu et les souvenirs d'une femme qui avait aimé assez profondément pour se sacrifier. Ils quittèrent la maison au milieu de l'après-midi. Le maire promit de faire circuler l'histoire, une version édulcorée bien sûr. Un incendie dans la cave. Clémence piégée et morte avant qu'on puisse la sauver. Son corps trop endommagé pour être récupéré. La maison jugée dangereuse et condamnée. Personne ne questionnerait cette version. Les villageois avaient assez de bon sens pour ne pas poser trop de questions sur des événements qu'ils préféraient ne pas comprendre. Une semaine plus tard, la famille Giraud s'était installée temporairement dans une petite maison louée au village. Étienne avait trouvé du travail chez un fermier voisin. Marguerite cousait pour les familles aisées. Jules aidait au marché. Léonie avait repris l'école, bien qu'elle fît encore des cauchemars, mais il survivait. Plus que cela, il commençait à guérir. Le soir, au coin du feu, Étienne racontait des histoires de Clémence à ses enfants, pas les horreurs de cette nuit terrible, mais les souvenirs heureux, sa gentillesse, son humour pince sans rire, sa force tranquille. Lentement, doucement, il transformait le traumatisme en mémoire, la peur en respect. Marguerite confirma sa grossesse. Comme Clémence l'avait deviné, elle portait une fille. Sans hésitation, ils décidèrent de l'appeler Clémence. Parfois, très tard dans la nuit, Étienne se réveillait et regardait par la fenêtre en direction des collines où se dressait leur ancienne demeure. Et parfois, pas toujours, mais parfois, il aurait juré voir une faible lueur phosphorescente filtrée depuis le sous-sol, comme un phare discret gardant la nuit. La maison Giraud resta abandonnée. Au fil des années, la nature la réclama progressivement. Les ronces grimpèrent sur les murs. Les tuiles tombèrent du toit. Les fenêtres se brisèrent. Elle devint une ruine pittoresque que les enfants du village évitaient instinctivement, sans vraiment savoir pourquoi. Mais les anciens savaient. Ils racontèrent l'histoire à voix basse, l'histoire d'une femme qui était devenue gardienne éternelle,
qui veillait sur les morts pour que les vivants puissent dormir en paix. Et dans les nuits de brouillard, quand la lune était pleine et que le vent soufflait depuis les collines, certains juraient entendre un chant, pas en français, pas en latin, dans une langue plus ancienne que la mémoire, portée par une voix féminine qui semblait venir de très loin et de très près à la fois. C'était Clémence qui chantait sa berceuse éternelle aux âmes qu'elle gardait, les apaisant pour qu'elles ne se réveillent jamais plus. Et dans la cave scellée, entourée d'ossements apaisés et de lumière phosphorescente, la forme cristalline continuait sa veille silencieuse. Morte mais consciente, seule mais en paix, sacrifiée mais victorieuse. Le gardien de la maison Giraud ne dormirait jamais, mais grâce à son sacrifice, tous les autres le pouvaient. Épilogue. 1943, 50 ans plus tard. Une jeune femme de 50 ans nommée Clémence Giraud, petite fille de la gardienne originelle, se tenait devant les ruines envahies de végétation de la maison ancestrale. La Seconde Guerre mondiale faisait rage autour de la France occupée, mais ici, dans ce coin oublié de Corrèze, régnait une paix étrange. Elle portait le journal de son arrière-arrière-grand-père, transmis de génération en génération, avec l'histoire terrible et belle qu'il contenait. Son propre père lui avait tout raconté avant de mourir. La nuit des créatures, le rituel, le sacrifice. Et maintenant, sur les 50 ans, le cycle recommençait. Elle avait vu les signes, les silhouettes à la lisière de la forêt, le brouillard qui rampait, les chiens qui hurlaient. La terre réclamait à nouveau son tribut. Clémence posa sa main sur le mur effondré de l'ancienne maison et ferma les yeux. Elle sentait la présence en dessous. Sa grand-mère homonyme, toujours là, toujours vigilante, mais fatiguée après un demi-siècle de garde. « Je sais », murmura-t-elle doucement. « Je comprends. C'est mon tour maintenant, car c'était ainsi que fonctionnait la malédiction, ou la bénédiction, selon le point de vue. Chaque 50 ans, quand le cycle céleste se répétait, un membre de la famille devait renouveler le sacrifice. Pas par obligation, mais par amour, pour protéger ceux qui viendraient après. Clémence ouvrit le journal à la page du rituel. Elle avait déjà rassemblé tout ce dont elle aurait besoin. Elle connaissait les mots par cœur. Et quand la nuit tomberait, elle descendrait dans la cave, prendrait place aux côtés de la forme cristalline de son ancêtre et ajouterait sa propre lumière à la veille éternelle, parce que c'était ce que faisaient les Giraud. Ils gardaient, ils protégeaient, ils se souvenaient, et dans le sacrifice, ils trouvaient une forme étrange d'immortalité. La maison attendait, les âmes anciennes attendaient, et Clémence, comme celle qui portait son nom 50 ans auparavant, était prête. Elle entra dans les ruines en souriant, sachant que sa famille se souviendrait, que son histoire serait racontée, que son sacrifice ne serait pas vain. Derrière elle, le soleil se couchait sur les collines de Corrèze, teintant le ciel d'un orange maladif. Et dans l'obscurité croissante, 7 silhouettes commençaient à émerger du brouillard, marchant vers leur rendez-vous quinquennal avec l'éternité. Le cycle continuait. Le cycle continuerait toujours. Jusqu'à ce que la terre elle-même oublie son ancien nom. Fin.